Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour un sujet qui est effectivement, à mon sens, très important dès lors qu'on s'intéresse à la démocratie et à la manière dont fonctionnent les sociétés contemporaines. Donc l'école, effectivement, moi je suis sociologue et je travaille sur la question des inégalités sociales, et dès lors qu'on parle des inégalités sociales, il est impossible de ne pas parler d'école, tant nous vivons dans des sociétés, et en particulier en France, dans lesquelles l'éducation suscite une attente, j'allais presque dire, inconsidérée en termes d'égalisation des destins et des chances. Alors, juste, ce sera les seules citations, je vous rassure. Juste, donc, lui, c'est notre père fondateur à tous, nous, sociologues, Émile Durkheim, qui écrit au début du XXe siècle un essai sur l'éducation. Donc, juste pour vous situer, Émile Durkheim, c'est certes un sociologue, un des pères fondateurs de la sociologie moderne, mais c'est aussi un républicain engagé à l'époque où la Troisième République bataille pour s'installer définitivement face aux dernières résurgences de la monarchie. Et dans ce projet républicain, l'école joue un rôle absolument central, et Durkheim, notre sociologue républicain, socialiste engagé, définit ce qu'est selon lui l'éducation de l'école de la République, qui est toujours le modèle sur lequel on vit aujourd'hui. Il explique, donc je ne vais pas vous la lire, vous l'avez sous les yeux, il explique que l'éducation doit former physiquement, intellectuellement, moralement les individus, pour que l'individu puisse se conformer aux attentes de la société. Donc ça doit préparer des citoyens qui sont capables de vivre ensemble dans une société, mais, et c'est la fin de la première citation, l'école doit aussi préparer les individus à occuper le milieu spécial auquel cet individu est particulièrement destiné. Donc il y a deux missions à l'école: faire des citoyens qui vivent ensemble en république, en démocratie, et en même temps les préparer, aujourd'hui on dirait, au marché du travail, à travailler et à exercer une fonction dans la société. Mais au-delà de cette définition de l'éducation, chez Durkheim, et c'est assez symptomatique de ce qu'on assigne comme mission à notre école de la République, j'y reviendrai, c'est qu'on va comparer par exemple le maître de l'école de la République au prêtre. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis cette citation. Ce qui fait l'autorité dont se colore si aisément la parole du prêtre, c'est la haute idée qu'il a de sa mission, car il parle au nom d'un Dieu dont il se croit, dont il se sent plus proche que la foule des profanes, et le maître laïque à l'école peut et doit avoir quelque chose de ce sentiment. Donc vous voyez, je vous ai juste mis ces brèves citations pour vous montrer l'ambition et en même temps le poids qui repose sur l'école de la République dès le moment où les pères fondateurs de la Troisième République vont rendre l'école laïque, obligatoire, à la fin du XIXe siècle, et avec quelque chose que notre école est indissociable de notre projet républicain. Et les attaques qui sont faites à l'encontre de l'école, incapable de réduire les inégalités, pourquoi l'école ne produit pas plus d'égalité, sujet de notre conférence, eh bien, à mon sens, la virulence de ces attaques, elle est à relier à l'immensité des attentes que l'école pèse, enfin, sans peser sur elle. Alors, 3 points dans ma présentation. D'abord, quelques éléments de constat sur la question de la reproduction des inégalités, puisque le sujet c'est l'école peut-elle produire de l'égalité. Donc je vais montrer à quel point les inégalités résistent malheureusement à l'éducation. Donc je vous montrerai quelques chiffres en matière de reproduction sociale aujourd'hui. Je dirai 2 mots pour définir ce que c'est. Dans un deuxième temps, pourquoi ? Pourquoi, alors que le niveau d'éducation ne cesse d'augmenter au fil des générations, pourquoi, alors que tant d'éducation en plus est diffusée continuellement dans la société, pourquoi n'a-t-on pas davantage de mobilité sociale ? Pourquoi les inégalités sociales ne diminuent pas davantage ? Donc j'essaierai de montrer avec 3 arguments pourquoi plus d'éducation en soi ne suffit pas.
Et puis, comme on aura beaucoup critiqué l'école, eh ben dans un troisième temps, on dira que tout ne peut pas dépendre de l'école non plus. Et que c'est bien gentil de parler des inégalités sociales en accusant l'école, et elle doit prendre sa part de la responsabilité, mais il faut voir aussi, en matière de politique publique, en matière de fonctionnement du marché du travail, ces institutions-là ont aussi leur responsabilité en matière de reproduction des inégalités. Alors, dans cette première partie, je vais vous montrer quelques chiffres sur la manière dont aujourd'hui les inégalités se reproduisent, et après on parlera de l'école. Notre maître à tous, Pierre Bourdieu, n'est-ce pas, qui dans les années 60 et 70 a beaucoup travaillé sur cette question de la reproduction des inégalités, donc on ne peut pas parler aujourd'hui de reproduction sociale sans mettre cette magnifique photo de Pierre Bourdieu. Alors, il y aura 3 graphiques, je vous rassure, pas plus. Je vous explique. Dans ce graphique-là, tout à gauche, nous sommes au début des années 80. Tout à droite, nous sommes à la fin des années 2000, à la fin de la décennie 2000. Donc on peut regarder ce qui s'est passé en termes de reproduction des inégalités au cours du dernier quart de siècle. Alors je dois faire une précision, c'est que je vais focaliser mon propos sur le dernier quart de siècle, et je vais dire, brisons le suspense tout de suite, que la mobilité sociale n'a pas beaucoup progressé, mais simplement, si on élargit la focale et qu'on compare la société française d'aujourd'hui à la société française d'il y a un siècle, évidemment, tout a changé. Évidemment, pour le coup, tel père, tel fils, l'adage populaire, il y a un siècle, était une régularité sociale assez impressionnante. Donc, si on compare la France de 2016 à la France de 1916, par exemple, évidemment, il n'y aurait aucun sens de parler de mobilité sociale qui stagne, etc. Simplement, moi, mon propos, là, je le centre sur les 30 dernières années. Vous avez en rouge la courbe pour les hommes, en noir gras la courbe pour les hommes et les femmes réunis, et en gris en bas la courbe pour les femmes. Qu'est-ce que j'ai représenté sur cet indicateur ? J'ai représenté, donc au fil des années, la part des individus qui appartenaient à la même catégorie socio-professionnelle que leur père. Donc vous savez, la nomenclature des catégories socio-professionnelles, c'est quelque chose avec lequel les sociologues jouent beaucoup. C'est la nomenclature de l'INSEE qui distingue les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires, les cadres et professions intellectuelles supérieures, et puis 2 catégories d'indépendants, les agriculteurs exploitants et les artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Et donc j'ai regardé, au début des années 80, quelle était la part des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, une fois arrivés à l'âge adulte, appartenaient à la même catégorie socio-professionnelle que leur père, et j'ai regardé la même chose jusqu'à la fin de la décennie 2000. J'ai résumé les résultats dans le tableau du bas. Le principal résultat, c'est qu'au début des années 80, il y avait 36% des jeunes hommes et des jeunes femmes qui appartenaient à la même catégorie socio-professionnelle que leur père, donc des enfants d'employés qui devenaient employés, des enfants de cadres qui devenaient cadres, etc. Aujourd'hui, on est à 34%. Donc, la manière dont on peut résumer ce constat, c'est de dire qu'au cours du dernier quart de siècle, très peu de choses ont changé. Et la reproduction des inégalités est à peu près aujourd'hui identique à ce qu'elle était au début des années 80. Maintenant, je vais vous dire la lecture rose de ce résultat et la lecture noire. Je commence par la lecture noire. La lecture noire, c'est de dire, voilà, finalement, le constat est sombre, puisque au cours du dernier quart de siècle, rien n'a changé. Et sous-entendu, et pourtant, on a eu tellement d'éducation en plus. Maintenant, je vais vous faire le constat positif, la lecture moins sombre. Depuis un quart de siècle, la société française est capable de faire en sorte que les 2/3 des individus évoluent à l'âge adulte dans une autre catégorie socio-professionnelle que leur père. Dit comme ça, c'est vrai aussi. Simplement, je voudrais vous montrer à quel point, à mon sens, la lecture sombre est plus juste, c'est que cet indicateur est mauvais. Pourquoi il est mauvais ? Parce que, je vous donne un exemple, vous savez que dans le bas de la structure des emplois, parmi les salariés subalternes, les ouvriers sont des hommes, les employés sont des femmes. 80% des ouvriers sont des hommes et 80% des employés sont des femmes. De sorte que dans cet indicateur-là, les filles d'ouvriers qui deviennent employées, qui deviennent caissières, qui deviennent assistantes maternelles, qui deviennent femmes de ménage, etc., elles vont apparaître en mobilité sociale.
puisqu'elles n'apparaissent pas dans la même catégorie socio-professionnelle que leur père. Or, avoir un père ouvrier qualifié dans une usine qui fonctionne encore à peu près bien, pas trop exposé à la concurrence internationale, et être caissière et gagner 900 € par mois, travailler de 8h à 11h le matin et de 20h à 23h le soir dans un Monoprix, dans les beaux quartiers parisiens, etc., etc., en termes d'accès à la formation, de conditions de travail, de niveau de salaire, on ne peut pas considérer, pour dire les choses un peu rapidement, que c'est une sortie des classes populaires. Donc cet indicateur est mauvais. Pourquoi vous l'ai-je reproduit ? C'est une bonne question. Alors, comme il est mauvais, je vous propose de considérer un deuxième indicateur. C'est de regarder cette fois-ci toujours le même type de graphique, mais qui concerne uniquement les enfants d'ouvriers. On est toujours à gauche du graphique au début des années 80, on est toujours à droite du graphique à la fin de la décennie 2000. On est toujours avec les hommes en rouge, les femmes en gris et hommes et femmes ensemble en gras. J'ai représenté sur ce graphique la part des enfants d'ouvriers, donc, qui, une fois parvenus à l'âge adulte, donc très précisément une fois sortis de formation initiale depuis 5 à 8 ans, j'ai donc regardé quelle était la part de ces enfants d'ouvriers qui exerçaient un emploi d'ouvrier ou un emploi d'employé. Donc on va dire... Alors on peut les appeler différemment, certains disent les emplois d'exécution, certains vont dire les emplois qui sont plutôt dans le bas de la hiérarchie des emplois, d'autres vont dire les emplois subalternes, bref, voilà, les emplois d'employés et d'ouvriers. Au début des années 80, il y a un peu plus d'un quart de siècle, ça concernait 83% des enfants d'ouvriers. Donc dans la France du début des années 80, 8 enfants d'ouvriers sur 10, une fois parvenus à l'âge adulte, exerçaient un emploi d'ouvrier ou d'employé. Aujourd'hui, la proportion n'est plus de 83%, mais elle est de 72%. Autrement dit, cette proportion a diminué de 10 points. Donc je vous fais, toujours pareil, une lecture positive, une lecture négative. Une lecture pessimiste, une lecture optimiste. Lecture optimiste, cette proportion de reproduction des inégalités a diminué de 10 points. Donc le sort des enfants d'ouvriers s'est amélioré en France, si on considère que devenir cadre, profession intermédiaire, chef d'entreprise, c'est quelque chose de souhaitable, etc. Eh bien, on peut considérer que cette situation, en termes de mobilité sociale, s'est améliorée, que le destin des enfants d'ouvriers s'est amélioré. 72%, c'est beaucoup, mais ça veut dire que l'école... On va dire beaucoup de mal de l'école tout à l'heure. L'école permet à 30% des enfants d'ouvriers, c'est-à-dire à des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants d'ouvriers chaque année venus des classes populaires, de s'élever assez sensiblement au-dessus de la condition de leurs parents. Ça, c'est la lecture positive. Lecture négative, dans la France du début des années 2010, qui aime à célébrer son degré de méritocratie, qui aime à dire que quand on veut, on peut, etc., etc., eh bien, dans cette France-là, les enfants d'ouvriers, 7 enfants d'ouvriers sur 10, continuent à rester cantonnés dans des emplois d'exécution, dans des emplois subalternes. Donc vous voyez, le sociologue fournit les chiffres, et puis ensuite, chacun s'empare de ces chiffres pour en faire la lecture qu'il arrange. Mais évidemment, le chiffre de 70%, à mon sens, est encore massif et très important. C'est celui-là qu'il faut regarder en tête, alors que la scolarité des enfants d'ouvriers a augmenté considérablement, j'y reviendrai tout de suite après, eh bien la reproduction des inégalités demeure pour eux très intense. Donc ça, c'est ce que j'appelle la reproduction par le bas. La reproduction par le bas de la structure sociale, c'est-à-dire en gros des enfants issus des classes populaires qui ne vont pas quitter les classes populaires. Mais la reproduction, ils sont beaux, non ? La reproduction des inégalités, elle s'effectue aussi par le haut. C'est-à-dire des enfants de cadres, ou des enfants d'enseignants, ou des enfants de médecins, de profession libérale, qui vont rester cadres, profession libérale, médecins. Donc, exactement le même graphique, sauf que là, nous avons la part des enfants, alors CPIS, c'est un acronyme de sociologue, c'est-à-dire cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc c'est, on va dire, les cadres supérieurs et les professions libérales, pour faire simple. Donc la part de ces enfants de cadres supérieurs et de professions libérales, qui, à leur tour, vont exercer, quelques années après la fin de leurs études, un emploi de cadre, ou une profession libérale. Cette proportion, elle était d'un tiers au début des années 80, elle est aujourd'hui de 40%. Autrement dit, dans le haut de la structure des emplois, pour les enfants nés dans des milieux favorisés, eh bien, la probabilité, à son tour, d'évoluer dans un milieu favorisé a augmenté. Et vous voyez, si cette proportion a augmenté, c'est pas parce que le sort des fils de cadres et de professions libérales
s'est amélioré, hein. Ils étaient 42% à devenir cadres comme leur père au début des années 80, ils sont aujourd'hui un peu plus de 43%. Non, c'est parce que les filles de cadres sup et de professions libérales ont vu leur sort s'améliorer considérablement. En quelque sorte, elles ont rattrapé leur retard sur leurs frères. Elles étaient 23% à devenir cadres supérieurs comme leur père au début des années 80. Elles sont aujourd'hui, à la fin de la décennie 2000, 36%. De sorte que l'écart avec leurs homologues masculins, avec leurs frères, s'est assez considérablement réduit. Mais, alors oui, tout à l'heure je vous ai dit, 7 enfants d'ouvriers sur 10 restent ouvriers ou employés. Là on est à 4 sur 10 d'enfants de cadres qui deviennent cadres. Si on ajoute aux enfants de cadres qui deviennent cadres, les enfants de cadres qui deviennent professions intermédiaires, auparavant les professions intermédiaires, on appelait ça des cadres moyens. Donc pour vous donner une idée de ce que sont les professions intermédiaires, les professeurs des écoles sont des professions intermédiaires au sens de l'INSEE, les infirmières sont des professions intermédiaires au sens de l'INSEE, les techniciens sont au sens de l'INSEE des professions intermédiaires. Si on ajoute à cette probabilité de devenir cadre, la probabilité de devenir profession intermédiaire, on n'est plus à 40%, on est à 70%. De sorte que le chiffre qu'on peut retenir, c'est 7 sur 10. 5 enfants d'ouvriers sur 10 restent ouvriers ou employés. 7 enfants de cadres ou de profession libérale sur 10 deviennent cadres supérieurs ou profession intermédiaire, c'est-à-dire cadres moyens. Et donc, on voit bien, pour le dire d'une manière un petit peu rapide, que dans la France du début des années 2010, qui aime à célébrer, encore une fois, son degré de démocratie, son degré d'égalité des chances, son modèle républicain et ainsi de suite, eh bien, la reproduction des inégalités demeure une régularité sociale absolument centrale et déterminante. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais petite parenthèse, ça veut dire une chose aussi, ça veut dire que, si certains en doutaient encore, notre société demeure une société de classe sociale. Voilà. Il existe des univers sociaux qui, du point de vue du devenir de leurs enfants, ne préparent pas tout à fait au même destin, aux mêmes trajectoires, au même avenir. Vous savez, on a longtemps célébré, dans les années 70, l'avènement prochain d'une société de la connaissance, d'une société post-industrielle. Alors elle est post-industrielle, notre société, dans la mesure où les emplois dans l'industrie ont vu leur nombre et leur part diminuer fortement au cours des dernières décennies. Simplement, elle demeure, à bien des égards, une société de classe sociale. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que qu'est-ce qui se passe depuis le début des années 80 ? C'est 3 décennies de crise économique, mais une crise économique, c'est bref, donc 3 décennies, c'est plus une crise. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un nouvel état du capitalisme. Des sociologues comme Robert Castel, des économistes comme Daniel Cohen ont abondamment décrit ce nouveau capitalisme dans le cadre d'une économie monde, etc., qui voyait une précarisation croissante des conditions de vie des individus et des groupes sociaux. Eh bien, on a là, à mon sens, le résultat aussi de 3 décennies de crise économique, on va dire crise économique pour aller vite ce matin. L'idée, c'est que quand on est depuis 3 décennies dans une situation de crise économique très forte, et les ressources dont on hérite, le milieu social, le capital culturel, le capital économique, en gros le lieu où l'on est, eh bien, demeure plus que jamais absolument déterminant pour expliquer les trajectoires des individus. Alors voilà le constat. Un constat qui est relativement sombre, si on regarde les choses en termes de mobilité sociale. Et une nouvelle fois, je dis que ça, c'est une focale relativement récente. Je regarde ce qui s'est passé au cours du dernier quart de siècle. Et il ne s'agit pas de dire que la France de 2016 est moins démocratique, plus injuste socialement, favorise moins l'égalité des chances ou je ne sais quoi, comparée à la France d'il y a un siècle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi, avec un paradoxe assez criant, c'est alors même que nous vivons dans une société qui, comme dans la plupart des sociétés occidentales, ont fait de l'école l'instance chargée de créer de la mobilité sociale. L'école de la République, quand Durkheim écrit sur l'école de la République, il y a l'idée que le maître de l'école publique ne différencie pas les enfants selon qu'ils sont fils de paysans ou fils d'employés des villes, et que chacun peut réussir à l'école de la République, quelle que soit son origine sociale.
C'est particulièrement fort chez nous, je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé par les ambitions démesurées que l'on assignées à l'école républicaine. Et aujourd'hui, alors même que nous savons tous que le niveau d'éducation a augmenté régulièrement au fil des générations, j'y reviendrai, comment expliquer que cette égalité des chances n'ait pas plus progressé? Comment expliquer qu'il persiste autant de reproduction sociale? Comment expliquer, en un mot, que les cartes ne soient pas davantage rebattues entre les générations? Comment ça se fait que nous vivons encore dans une société dans laquelle l'avantage social ou le désavantage social s'hérite encore à ce point, se transmet à ce point de génération en génération? Alors, pourtant, avant de montrer les limites de cette diffusion de l'éducation, je voudrais vous donner une idée de la révolution absolument incroyable qu'a constituée la diffusion de l'éducation depuis les années 50 en France. Et à quel point cette diffusion de l'éducation, à quel point cette élévation du niveau d'éducation de la population a constitué une véritable révolution qui a considérablement bouleversé la société française. On peut distinguer, à partir du début des années 50, ce qu'on appelle deux explosions scolaires, c'est-à-dire deux moments où le niveau d'éducation de la population a considérablement augmenté. En 1962, la France est en plein boom économique, en pleine période des Trente Glorieuses, en pleine tertiarisation de l'économie. Qui dit tertiarisation de l'économie dit augmentation massive du nombre d'emplois de cadres, de professions intermédiaires, de techniciens, d'ouvriers qualifiés. Bref, qui dit tertiarisation de l'économie dit besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et les gouvernements français, les institutions françaises commencent à s'inquiéter sur le fait de savoir si dans quelques années, la France aura assez de main-d'œuvre qualifiée. Et donc l'INED, qui est l'Institut national des études démographiques, réalise en 1962 une enquête sur ce qui se passe à l'entrée en 6e. Donc on entre en 6e ou pas à l'âge de 12 ans. Donc si l'enquête est faite en 1962, on s'intéresse à des générations nées en 1950. Donc à des générations qui sont loin d'être disparues et qui sont des générations qui sont encore bien vivantes. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas si loin que ça. Et le résultat de cette enquête, qui frappe les esprits, c'est que en 1962, seuls 55% des élèves rentrent en 6e. Pour aller vite, que font les 45% restants? Ils restent à la fin de l'école primaire dans des années dont le nom m'échappe à l'instant, mais pour attendre d'avoir 14 ans, c'est-à-dire l'âge de fin de scolarité obligatoire. C'est 55% de l'ensemble des enfants qui rentrent en 6e, mais si on regarde les enfants d'ouvriers, c'est seulement 35% des enfants d'ouvriers. Panique à bord quand les résultats de l'enquête sortent, d'abord parce que c'est injuste socialement, aussi parce que, je vous le disais, crainte de ne pas disposer d'assez de main-d'œuvre qualifiée, et donc il va y avoir l'application de ce qu'on appelle la loi Berthoin. Berthoin, c'était un ministre d'éducation nationale dans les années 50, qui en 1959 décide de faire passer l'âge de fin de scolarité obligatoire de 14 ans à 16 ans. Ça met quelques années à rentrer véritablement en vigueur. L'enquête de l'INED en 1962 va faire que, subitement, ça va véritablement être appliqué. Et c'est la première explosion scolaire, c'est-à-dire que le premier cycle du secondaire, ce qu'on appelle le collège aujourd'hui, va s'ouvrir de fait à tous les enfants, qu'ils soient issus des milieux favorisés ou des milieux populaires, alors dans un collège qui n'est pas d'abord unique, etc., mais peu importe, tout le monde va rentrer dans le cycle qui suit l'enseignement primaire, et donc c'est la première explosion scolaire. Et la deuxième explosion scolaire, c'est la politique des 80% au bac, objectif fixé par les pouvoirs publics au début des années 80, qui vont être atteints avec notamment la création, enfin non, qui n'est pas atteint d'ailleurs, mais en tout cas la proportion de bacheliers va exploser avec le baccalauréat professionnel au milieu des années 80, j'y reviens dans un instant, mais c'est la deuxième explosion scolaire, le lycée va s'ouvrir à tous les enfants, ou presque, des classes populaires en tout cas, et donc c'est la deuxième explosion scolaire. Et aujourd'hui, en 2016, l'Union européenne a fixé à la France et à tous les pays européens l'objectif d'amener 50% d'une classe d'âge au niveau licence, c'est-à-dire au niveau Bac plus 3, et aujourd'hui, à l'université, et dans l'enseignement supérieur, toutes filières confondues, sur les 2,5 millions d'étudiants, 24% sont des enfants d'ouvriers et d'employés. Alors, évidemment, l'enseignement supérieur n'est toujours pas aux couleurs de la France, puisque
les ouvriers et les employés, vous savez peut-être qu'ils représentent 50% de la population active en France. Un actif sur deux est encore employé ou ouvrier aujourd'hui en France. Donc si l'université et si l'enseignement supérieur dans son ensemble était juste socialement, il devrait y avoir 50% d'enfants d'ouvriers et d'employés dans l'enseignement supérieur. Ils ne sont que 24%, soit 2 fois moins. J'y reviendrai tout de suite après. Mais simplement, voilà, pour dire les choses à peu près simplement, l'université française aujourd'hui n'est plus totalement le monde des héritiers décrit par Bourdieu et Passeron il y a 30 ou 40 ans. Voilà. Donc, vous voyez comment on est passé en 50 ans de un enfant sur deux qui ne rentre pas en sixième à, aujourd'hui, le quart des étudiants sont des enfants d'employés et d'ouvriers. C'est donc, ce que je vous disais, une véritable révolution, cette diffusion de l'éducation. Alors pourquoi ça n'a pas marché ? Premier argument, parce que n'oublions jamais, y compris si de beaux esprits voudraient nous le faire oublier, n'oublions jamais que cette massification scolaire n'est pas achevée et qu'elle est loin d'être achevée. D'abord, elle n'est pas achevée parce que notre système éducatif, notamment en raison de son élitisme, j'y reviendrai, mais notre système éducatif se traduit par la sortie chaque année de dizaines de milliers d'élèves du système éducatif sans diplôme. On a à peu près, je vous cite les chiffres comme ça, 120 000 élèves jeunes qui chaque année quittent le système éducatif avec au plus le brevet des collèges. Alors souvent, on dit que ce sont des jeunes sans qualification. Moi, j'aime pas ce terme parce qu'on peut sortir sans diplôme, mais avec des qualifications. Voilà, il n'y a pas que le diplôme, l'obtention d'un diplôme qui va donner des qualifications. Fréquenter l'école donne des qualifications, et puis par exemple, je sais pas, faire une année de CAP sans obtenir son CAP à la fin, c'est pas pour autant que vous n'avez aucune qualification. Mais en tout cas, il y a cette problématique-là qui est forte en France, c'est la proportion très élevée de jeunes qui quittent le système éducatif sans diplôme. Donc la massification n'est pas achevée. Elle n'est pas achevée pour eux. Bien sûr, il y a de plus en plus d'étudiants, mais il y a aussi des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes chaque année qui quittent le système scolaire bien avant d'avoir l'âge de pouvoir prétendre à aller dans l'enseignement supérieur. Tout cela a amené l'OCDE à mettre en garde la France il y a à peu près 2 ans dans un rapport sur l'éducation, puisque la France était le seul pays au cours desquels, entre le milieu des années 90 et 2010, le taux de scolarisation des 15-19 ans avait baissé. Le taux de scolarisation des 15-19 ans, c'est la part des 15-19 ans qui sont encore à l'école, en gros. On est passé en 15 ans de 89% des 15-19 ans à l'école à 84%. Donc on a perdu 5 points, et la France est le seul pays de l'OCDE dans lequel cette dynamique a été observée. Ça rejoint tout à fait le premier point, qui est le poids de la sortie des sans diplôme. En fait, quelque part, c'est les mêmes. Et puis, troisième argument, pour vous montrer que cette massification n'est pas achevée, les scolarités des enfants d'ouvriers. Alors, je vous ai dit, évidemment, elles n'ont plus rien à voir avec il y a 50 ans, puisque maintenant, il y a à peu près un étudiant sur 10. Tout à l'heure, je parlais des ouvriers plus employés, ça faisait 25%. Il y a à peu près un étudiant sur 10 qui est un enfant d'ouvrier. Simplement, vous entendez peut-être des beaux esprits nous dire on donne le bac à tout le monde aujourd'hui. Et c'est vrai de fait qu'on donne le bac à plus de personnes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que les 80% d'une classe d'âge au bac, nous n'y sommes pas. Le pourcentage d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat aujourd'hui, tout baccalauréat confondu, c'est aux alentours de 67-68%. Et ça fait à peu près 15 ans que nous bloquons, entre guillemets, à cette proportion. D'accord ? Donc nous ne sommes toujours pas à 80% d'une classe d'âge au bac. Si on prend les seuls enfants d'ouvriers, nous ne sommes pas à 67 ou 68%, nous sommes à 50%. Donc ça veut dire que si vous sortez dans la rue, que vous rencontrez 100 enfants d'ouvriers de 18 ans, il y en aura 1 sur 2 qui ne sera pas bachelier. Donc non, on ne donne pas le bac à tout le monde, en tout cas pas à tous les enfants d'ouvriers. Et si on enlève le baccalauréat professionnel et le baccalauréat technologique, et qu'on regarde le seul bac général, figurez-vous que la proportion d'enfants d'ouvriers de 18 ans qui en juin auront le bac général, ce sera 20%. Donc 80% des enfants d'ouvriers aujourd'hui qui ont 18 ans, je ne vous parle pas d'enfants d'ouvriers qui ont 35 ans comme moi, non, ceux qui ont 18 ans, eh bien, il y en a 1 sur 2 qui n'aura pas le bac, et il y en aura 8 sur 10 qui ne sera pas bachelier général. Donc les beaux esprits qui nous expliquent qu'on donne le bac à tout le monde, certes, on le donne à plus de monde qu'il y a 50 ans, mais on ne le donne pas à tous les enfants d'ouvriers. Donc la massification scolaire, cette diffusion de l'éducation a constitué une vraie révolution, mais elle n'est pas achevée. Il reste des laissés pour compte de cette diffusion de l'éducation. Donc nous ne donnons pas le bac à tout le monde. Deuxième argument,
la massification scolaire, dire tout le monde fait plus d'études, c'est pas la même chose que la démocratisation scolaire. Hein. La massification scolaire, c'est tout le monde fait plus d'études. La démocratisation scolaire, c'est les inégalités entre les enfants d'ouvriers et les enfants de cadres, ou d'enseignants, ou de professions libérales, en matière de scolarité, ont diminué. Le principal résultat de beaucoup de travaux de sociologie de l'éducation, d'économie de l'éducation, faits par des chercheurs de toutes obédiences théoriques, politiques, etc., c'est que, pour dire les choses rapidement, cette massification, en fait, ne s'est pas réellement traduite par une vraie démocratisation. Je m'explique. D'abord, les inégalités se déplacent et ne disparaissent pas. Avant, les inégalités se faisaient à l'entrée en sixième. Certains rentraient en sixième, d'autres ne rentraient pas en sixième. Ensuite, elles ont été déportées à l'entrée au lycée. Et puis, politique des 80% au bac, mécaniquement, la proportion de jeunes qui accèdent au lycée augmente, donc les inégalités, elles se font plus vraiment à l'entrée au lycée, mais elles vont se faire au seuil de l'enseignement supérieur. Simplement, même si les inégalités ne se structurent plus dès l'âge de 12 ans, et tant mieux, mais si elles se structurent à 18 ans au moment d'entrer dans l'enseignement supérieur, tout le monde a fait plus d'études, et faire plus d'études, c'est bien, parce que ça permet de devenir citoyen, etc., etc. Mais simplement, au bout du compte, les inégalités, elles n'ont pas disparu. Elles ont été déplacées plus loin, mais elles produisent les mêmes effets, en quelque sorte. Deuxième argument, c'est que, au fur et à mesure que notre école s'est ouverte, eh bien, elle s'est diversifiée. Elle s'est diversifiée, notamment parce qu'elle s'est filiarisée. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple du baccalauréat. Je ne vous ai pas mis les courbes là pour ne pas vous ensevelir sous les chiffres, mais quand on regarde le moment où la proportion de bacheliers d'école au sein d'une génération, c'est 1985, parce qu'en 1985, on crée le baccalauréat professionnel. D'accord ? Donc, au fur et à mesure que les enfants des classes populaires accèdent aux différents niveaux d'éducation, eh bien, ces différents niveaux d'éducation se filiarisent. De sorte que ce que disent beaucoup de sociologues, c'est que des inégalités quantitatives ont été remplacées par des inégalités qualitatives. Des inégalités quantitatives, c'était « t'es enfant d'ouvrier, de toute façon tu rentres pas au collège ». « T'es enfant d'ouvrier, de toute façon tu rentres pas au lycée ». Ça, c'est des inégalités quantitatives. Les inégalités qualitatives, c'est « tout le monde va au lycée », mais les enfants d'ouvriers et d'employés font des bacs pro, et puis les enfants de médecins, les enfants d'enseignants et les enfants de cadres font des bacs généraux. Donc, le niveau d'éducation a augmenté, les barrières d'accès officielles ont été enlevées, tout le monde fait plus d'études, simplement tout le monde ne fait pas les mêmes études. Et donc, ça produit évidemment des inégalités qualitatives qui produisent des effets concrets en termes de destin, en termes de trajectoire, en termes d'accès à certains emplois, les emplois les mieux payés, les plus stables, etc., etc. Et donc cette filiarisation, on peut même en faire une lecture très critique de cette filiarisation. Et par exemple, regarder la manière dont le choix de certaines options ou dans la manière dont certains choix faits par les enfants des classes supérieures peuvent être analysés comme la volonté de se ménager un précaré. Alors, par exemple, je donne toujours un exemple, c'est que quand moi j'étais au collège, il fallait faire allemand première langue, ça parlera peut-être à certains dans cette classe-là, et quand on faisait allemand première langue, en fait, on était sûr dans les bonnes classes parce que c'était les enfants d'enseignants qui faisaient allemand première langue. Donc nous, on appelait ça les classes CAMIF dans ma province natale. Donc on faisait allemand première langue. Puis à un moment, les familles populaires, elles se sont mises à inscrire leurs enfants dans des classes où on faisait allemand première langue. Et à partir du moment où les enfants d'ouvriers, les enfants d'employés se sont mis à vouloir faire allemand première langue, c'est plus du tout devenu distinctif, et il y a eu d'autres stratégies qui ont été mises en place, faire latin dès la 5e, faire chinois en 3e langue, etc., etc. Alors, c'est encore exacerbé à Paris avec le choix des options, mais donc on peut avoir une lecture très critique de la manière dont le système éducatif se filiarise, et où de nouvelles stratégies apparaissent au fur et à mesure que le niveau d'éducation moyen, et donc sous-entendu que les enfants des classes populaires voient leur scolarité augmenter. De la même manière, aujourd'hui, l'excellence de notre système éducatif apparaît être le pôle scientifique, hein. C'est vraiment centré autour du bac S, de la filière scientifique, etc. Mais quand, du temps des héritiers de Bourdieu, l'excellence du système éducatif, c'était les lettres et les humanités, hein. Et aujourd'hui, pour le coup, les enfants des classes populaires qui poursuivent leurs études à l'université le font massivement dans ces filières de lettres, de sciences sociales, de sciences humaines, qui sont
assez complètement délaissés par les enfants des milieux favorisés, qui soit vont faire des classes préparatoires ou des grandes écoles, ou quand ils vont à l'université, font droit et médecine, pour dire les choses assez rapidement. Donc ces inégalités quantitatives, elles ont été assez largement remplacées par des inégalités qualitatives, mais qui produisent les mêmes effets. Alors, il y a un sociologue de l'éducation qui s'appelle Pierre Merle, qui a décidé de regarder l'éducation d'une manière un petit peu différente et de dire, après tout, on peut considérer que l'éducation, c'est un bien, ça vaut cher. Avoir un diplôme, ça vaut cher, surtout en période de crise. Donc, on va regarder comment cette dépense d'éducation, parce que ça vaut cher pour l'individu, c'est une ressource, mais ça coûte cher pour la société. Diffuser autant d'éducation en plus. Et donc, on va regarder comment ces dépenses supplémentaires ont été affectées. Et vous savez, des fois, on découpe la population active en tranches de 10% pour parler de déciles de revenus. On va dire les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres, etc. Et bien lui, il a fait pareil avec le niveau d'éducation. Il a regardé le nombre d'années d'études, et puis il a montré que la diffusion de l'éducation qui a eu lieu au cours des 30 dernières années, elle a surtout favorisé aux 10% qui faisaient déjà le plus d'études au début des années 80. Autrement dit, la durée de scolarité des 10% de la population qui fait le plus d'études a augmenté de 3,5 ans entre 1980 et aujourd'hui. Et pour les 10% qui en faisaient le moins, elle a augmenté que de 2 ans. Donc les écarts entre les plus éduqués et les moins éduqués ont encore augmenté. Et c'est pour ça qu'il dit que le surplus d'éducation, finalement, on peut tout à fait dire qu'il a eu un effet anti-redistributif, c'est-à-dire qu'on a donné plus d'éducation aux 10% qui en avaient déjà le plus. Vous voyez l'analogie qu'on fait avec les niveaux de revenus. Donc ça, c'est le deuxième argument. Le deuxième argument, c'est, bah oui, plus d'éducation pour tout le monde, d'accord, très bien, mais si on trouve des stratégies pour faire en sorte que les mêmes continuent à se distinguer, si le système se filiarise, etc., il n'y a pas du tout de démocratisation, et donc au bout du compte, les inégalités se reproduisent de la même manière. Troisième argument, c'est que notre système éducatif, en fait, et il me semble qu'on en arrive à un point qui est très important et qui est le point qui fait polémique, à mon sens, c'est que notre école de la République, pour dire les choses, on est samedi matin, donc je peux dire les choses un peu de manière abrupte, il me semble que notre école de la République meurt de son élitisme. Nous sommes un pays, et j'y reviendrai, qui a la manie d'évaluer ses élèves tout le temps et dès le plus jeune âge. Donc on a des données, l'avantage c'est qu'on a des données très précises pour suivre l'évolution des inégalités. Et notre système éducatif est le pays d'Europe et le pays de l'OCDE dans lequel, vous avez peut-être entendu parler pour ceux qui sont dans l'enseignement ou qui s'intéressent à ces questions, des enquêtes PISA. Les enquêtes PISA qui mesurent le niveau des élèves dans tous les pays de l'OCDE, puis on regarde les écarts, les inégalités, etc. Eh bien, dans les enquêtes PISA, la France est, avec la République tchèque, il est vrai, le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les résultats scolaires. Le lien entre l'origine sociale des élèves et les résultats scolaires, nous sommes le pays de l'OCDE dans lequel ce lien est le plus fort. Comment on le sait ? On le sait grâce aux enquêtes PISA, mais on le sait aussi, je vous le disais, grâce aux évaluations qu'on prodigue très tôt aux élèves. Bien sûr, pour dire les choses rapidement, car le temps passe, les élèves arrivent inégaux à l'école. Voilà. Les enfants des milieux populaires, les enfants de chômeurs, etc., en moyenne, maîtrisent moins de mots, de vocabulaire, s'expriment moins bien quand ils arrivent en maternelle, etc., etc., etc. Mais le constat qui est terrifiant, c'est que les inégalités de départ ne se réduisent à aucun moment dans le système éducatif. Elles ne demeurent stables à aucun moment, mais elles augmentent très vite. Pourquoi on le sait ? On évalue les élèves à l'entrée en CP, et on voit qu'en moyenne, scolairement, les enfants d'ouvriers, les enfants de chômeurs sont moins bons que les enfants de médecins, d'avocats, d'enseignants, etc. Mais comme on évalue les mêmes élèves avant l'entrée en 6e ou à l'entrée en 6e, on est capable de dire que ces inégalités, elles ont encore augmenté. Donc notre système éducatif n'est pas capable, à aucun moment, de réduire ces inégalités de départ. Donc ça, c'est la première branche du paradoxe. Nous sommes le pays dans lequel l'origine sociale a la plus forte influence sur le résultat scolaire. Mais, et c'est la deuxième branche du paradoxe qui est absolument terrifiante, c'est que nous sommes par ailleurs le pays, un des pays de l'OCDE, dans lequel le diplôme va exercer la plus forte emprise sur l'ensemble de la carrière. Nous sommes une société, la France, qui plus que les autres marche au diplôme, fonctionne au diplôme. Pas simplement pour le premier emploi, pas simplement pour le deuxième emploi, etc., mais pour l'ensemble de la carrière, on ramène toujours très longtemps les individus à leur diplôme initial, d'autant plus qu'en France, la formation continue n'est pas très développée, etc., etc., etc. Et donc, si je résume ces deux constats,
une manière assez terrible de le dire, c'est que nous jouons notre vie en fonction d'un diplôme qui est obtenu très jeune à l'issue d'une compétition qui est socialement faussée dès le départ. Et j'allais dire, j'exagère à peine, hein. Quand on lit les résultats de l'OCDE, on peut dire la chose suivante. Et plus généralement, je vous le disais, notre système éducatif est un système particulièrement élitiste. Je pourrais vous en donner maints exemples. Un ministre de l'Éducation nationale, il y a quelques années, Xavier Darcos pour ne pas le nommer, ministre de l'Éducation nationale, hein, faut le faire, disait que il n'y avait pas besoin d'avoir bac+5 pour enseigner en primaire où il fallait changer des couches, etc., etc. Donc il y a un mépris total pour les premières années de scolarité. Symptôme de l'élitisme, hein. L'école ça devient intéressant et ça commence à devenir intéressant quand on parle du bac scientifique des classes prépa, mais alors l'enseignement maternel et primaire, tout le monde s'en fiche. Donc élitisme aussi évidemment, mais ça je ne suis pas spécialiste de ces questions, donc je me contente d'une paraphrase des travaux de collègues qui travaillent sur ces questions. Plus qu'ailleurs, notre système développe la culture de l'évaluation précoce des élèves. Les spécialistes de ces questions montrent comment les évaluations tendent plutôt à stigmatiser ce que les élèves ne savent pas faire qu'à valoriser ce qu'ils savent faire, etc. Bref, deux sociologues que vous connaissez peut-être, Christian Baudelot et Roger Establé, parlent des carences et des faillites de l'élitisme républicain et montrent que nous sommes un pays qui aime bien trier les enfants assez jeunes et malheureusement indirectement assez fortement en fonction de leur origine sociale. Je ne parle même pas élitisme, je parlais mépris pour les premières années d'école, mais dans l'enseignement supérieur, mépris relatif pour les premiers cycles universitaires et toute l'énergie de la nation consacrée à se poser la question des classes préparatoires et des grandes écoles. Je donne toujours un exemple. Il y a 70 000 élèves en classe préparatoire et il y a 700 000 bacheliers professionnels. On entend toujours parler des 70 000 élèves de classe préparatoire, jamais des 700 000 bacheliers professionnels. Les élèves, les étudiants qui vont passer par les grandes écoles et les classes préparatoires, c'est 4% des étudiants. 5% les bonnes années. Ça veut dire que quand bien même dans un siècle, les grandes écoles seront aux couleurs de la France. Vous savez, avec tous les systèmes qui existent pour favoriser le fait que dans les lycées de ZEP, on aille chercher un ou deux jeunes qui aillent faire Sciences Po, qui aillent faire telle grande école, telle classe préparatoire. Si dans 150 ans, Sciences Po ou les grandes écoles sont aux couleurs de la France, on aura résolu 5% du problème, parce que 95% des étudiants sont dans l'orbite de l'université. Et donc, lutter pour la démocratisation en ne focalisant l'attention que sur les grandes écoles, c'est évidemment, selon moi, un non-sens. Alors, que faire ? Que faire puisque il me reste quelques minutes après ce constat assez sombre. Que faire ? D'abord, évidemment, il faut changer l'école. Bon, c'est vite dit, je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours pareil, on est samedi matin. Changer l'école, l'idée générale, c'est d'accepter de reconnaître que l'école de la République telle qu'elle fonctionne n'est pas une école démocratique, n'est plus une école qui permet réellement d'égaliser les chances, et donc il faut la transformer. Je vous donne juste une ou deux pistes en me cantonnant à des aspects budgétaires. Là, en France, on dépense pour l'éducation, tout niveau confondu, à peu près la même somme que dans les autres pays de l'OCDE en moyenne. Désormais dans la moyenne basse, mais on demeure dans la moyenne. Donc en termes de pourcentage du PIB, les dépenses d'éducation sont comparables à celles qui s'observent dans la moyenne des autres pays de l'OCDE. Simplement, on va dépenser 25% de plus pour un lycéen, 15% de plus pour un collégien, mais 15% de moins pour un élève de maternelle et primaire. Autrement dit, on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'au lieu de porter vraiment l'effort dans les premières années de scolarité, où certes les enfants arrivent inégaux, mais c'est le moment où les inégalités sont les plus faibles, donc le moment où on a une chance de lutter contre ces inégalités, de les réduire quelque peu, eh bien au lieu de faire ça, on méprise assez, en tout cas jusqu'à ces dernières années, les premières années de scolarité, et on essaye ensuite de rattraper les dégâts en surdépensant pour un lycéen, par exemple, ce qui n'a véritablement pas de sens. Autre exemple, les professeurs des écoles français, outre le fait qu'ils soient les plus mal payés de toute l'OCDE, encadrent des classes qui, en moyenne, ont des effectifs qui sont 25% plus chargés que la moyenne des autres pays européens. Et donc, on voit bien qu'au bout d'un moment,
pour avoir une capacité d'action sur ces inégalités, il faut probablement agir tôt, et ça passe aussi par une question de redéploiement des moyens à tout le moins. Mais bien sûr, mais je ne développe pas parce qu'encore je ne suis pas très spécialiste de ces questions, il faudra aussi changer la manière dont on fait classe, changer la manière dont on évalue les élèves, essayer de lutter contre cet élitisme républicain qui aboutit à ce qu'on a décrit précédemment. Donc il faut évidemment agir sur la formation initiale, il faut essayer de rendre cette école plus démocratique. Mais il faut aussi accepter que tout ne soit pas joué à la fin de la formation initiale. C'est important la formation initiale, hein, j'ai dit tout à l'heure, ça permet à des dizaines de milliers d'enfants des classes populaires de s'élever au-dessus de la condition de leurs parents chaque année, c'est formidable. Mais simplement, a fortiori pour des générations comme la mienne et comme les suivantes qui allons devoir travailler jusqu'à 70 ans, il n'est pas acceptable que tout soit joué à 22 ans. Il n'est pas acceptable que parce qu'on a décroché à 14 ans, on soit condamné à vie à être des citoyens de seconde zone sur le marché du travail. Donc il faut enfin accepter le fait que, bien sûr, l'école initiale est importante, mais que ce n'est qu'un moment de formation d'un système qui doit réellement aller tout au long de la vie. Mais il faut aussi aller voir au-delà de l'école. Et on voit bien que quand on commence à parler de formation tout au long de la vie, on va au-delà de l'école. On a beaucoup accusé l'école, je vous le disais. Bon, très bien. Mais, et le marché du travail ? Qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail ? Finalement, on pourrait dire, je vous fais plein d'interprétations, vous choisirez celle qui vous arrange, mais on pourrait dire finalement, allez, l'école, tant bien que mal, moi en tant qu'enseignant à l'université, on en renvoie tout le temps, mais et vos étudiants, est-ce que vous les préparez bien au marché du travail ? Et quelle formation ? Pour quels emplois demain ? Et est-ce que ça sert à faire de la philo, sachant qu'il faut des informaticiens, etc., etc., etc. Mais finalement, l'université, elle fait plus ou moins bien ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire éduquer, former, préparer à l'insertion sur le marché du travail. Mais bon, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail ? Ça fait 30 ans qu'on est dans le chômage de masse. Ça fait 30 ans que le taux de chômage des 18-25 ans est 2,5 à 3 fois plus élevé que celui qui prévaut pour le reste de la population. 80% des embauches de jeunes se font en CDD. 35% des 18-25 ans qui travaillent sont en CDD en intérim. Et l'école, elle y peut quoi, là ? Donc on peut beaucoup critiquer l'école pour dire elle ne permet pas suffisamment de réduire les inégalités sociales. Mais au bout d'un moment, le deuxième aspect qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe dans le monde économique et ce qui se passe sur le marché du travail. Et même au-delà, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, il faut aussi aller voir ce qui se passe en matière de politique publique et ce qui se passe plus généralement en matière d'accompagnement de l'accès des jeunes vers l'autonomie. Je m'explique. Il y a un problème en France, si on résume tout ce qu'on a dit dans la première partie, c'est que finalement les destins sont joués très tôt. Voilà. En gros, on a un système éducatif très élitiste, on l'a dit, et qui ne laisse pas vraiment de deuxième chance. Et comme l'information tout au long de la vie n'est pas tout à fait développée à la hauteur de ce qu'elle devrait être, eh bien, on a un destin finalement des individus qui est fixé très tôt, en fonction du niveau de diplôme qu'ils obtiennent. Mais c'est qu'un élément, l'école n'est qu'un élément de ce système. Et pour comprendre la manière dont ce système se construit, il faut prendre en compte aussi les politiques publiques qui sont menées, notamment en termes d'accès à l'autonomie des jeunes, et puis la manière dont l'État accompagne ou pas l'accès des jeunes à l'autonomie. Pour vous en convaincre, parce qu'il me reste, ça fait déjà 47 minutes, donc allez, je me donne encore 2 minutes, on peut prendre l'exemple du Danemark, par exemple. Au Danemark, quand vous avez 18 ans, s'ouvrent à vous ce qu'on appelle des bons mensuels de formation. Ça s'appelle des bons mensuels de formation à tirer, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, on tire notre bon. 60 mois, ça fait 5 ans. Donc tout jeune Danois qui arrive à l'âge de 18 ans, ou à l'équivalent du baccalauréat, se voit ouvrir un droit à 5 ans d'études payées. Et attention, on ne parle pas du niveau des bourses françaises, puisque c'est 800 € par mois. Et on peut cumuler ces 800 € mensuels avec près de 200 € d'allocation logement, si on a décohabité de chez les parents. Que votre père soit chaudronnier, chômeur, avocat, enseignant, peu importe, on considère que c'est un droit qui s'ouvre au citoyen qui devient adulte. Donc c'est accordé de manière universelle. Et ce système a un avantage, c'est qu'il assouplit considérablement la transition entre le marché du travail et l'emploi.
Puisque vous avez des étudiants au Danemark qui vont faire 2 ans d'études, puis qui vont dire bon, ras-le-bol, les études c'est pas concret, il y en a marre, etc. J'ai envie d'aller gagner plus d'argent, je vais aller travailler. Ils vont travailler, puis ils travaillent 2 ans, puis au bout de 2 ans ils se disent oulala, finalement c'est un peu pénible, je gagne pas si bien ma vie que ça, je me rends compte qu'avec mon bac plus 2 ou l'équivalent du bac plus 2 c'est pas terrible, je retourne à l'université, il me reste 3 ans. Et donc on a des périodes de transition qui sont beaucoup plus douces, et en tout cas dans le début de la carrière, des vraies secondes chances. Des vraies troisièmes chances. Un jeune qui a 14 ans décroche parce que sa mère boit, parce que son père meurt ou parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, eh bien, il se voit ouvrir véritablement une seconde chance beaucoup plus systématiquement que dans notre pays. Ça, c'est le choix qu'ont fait les pays du Nord. Hein. Les pays libéraux, ils ont fait le choix du marché. Devenir adulte, ça ne concerne pas l'État, il n'y a pas besoin de financement de l'État, de prise en charge de l'État, c'est le marché. C'est quoi le marché ? C'est le marché financier, endettement étudiant pour faire des études, et c'est le marché du travail. Les étudiants français travaillent de plus en plus nombreux, mais en Grande-Bretagne, ils travaillent encore plus nombreux et encore plus précocement. C'est un système assez catastrophique parce qu'il y a plein de jeunes britanniques et de jeunes américains qui commencent leur vie professionnelle déjà surendettés, ce qui pose des problèmes. Vous avez entendu parler de la bulle des prêts étudiants qui va bientôt exploser aux États-Unis. Et puis dans les pays du sud de l'Europe, c'est la famille. Devenir adulte, ça regarde la famille. C'est pas l'État comme dans les pays scandinaves, c'est pas le marché comme dans les pays libéraux, c'est la famille. C'est-à-dire que par exemple, en Espagne, l'âge moyen de décohabitation, c'est 28 ans. À 28 ans, il y a encore la moitié des jeunes Espagnols qui habitent chez leurs parents. Parce que devenir adulte, c'est accumuler assez de ressources pour pouvoir quitter ses parents, aller habiter dans son logement et quasiment se marier et faire des enfants, si je caricature. Et donc on a des modèles différents. Et en France, on a un modèle un peu hybride, il y a un peu d'État, il y a quelques bourses pour les étudiants, il y a quelques allocations logement, il y a un peu de marché du travail, si vous faites des études qui sont jugées rentables, on va vous prêter un peu d'argent. Pas de la sociologie, mais si par exemple vous faites des études d'avocat d'affaires, on va vous prêter un petit peu d'argent. Il y a du marché du travail, hein. Moi dans mon université de banlieue à Paris 8, on a 60% des étudiants qui travaillent plus de 15 heures par semaine, etc. Mais il y a surtout beaucoup de familles, mais beaucoup de familles pas assumées par la société. Hein. Quelqu'un qui a 25 ans est encore chez ses parents, bon, on va dire c'est un Tanguy, etc. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de voir que là-dedans, l'école vient rigidifier encore plus notre système parce qu'elle est très élitiste et qu'elle fige les inégalités. Mais le fait de ne pas prendre en charge cet âge fragile de la vie qui est l'accès à l'âge adulte de manière publique et le laisser reposer sur les épaules de la famille, ça contribue aussi à la reproduction des inégalités. Donc je voulais juste dire et terminer là-dessus parce qu'on a beaucoup critiqué l'école à juste titre, mais voilà, c'est pas le seul élément du puzzle à prendre en compte. Voilà, merci de votre attention.